BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h31, bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne et bienvenue dans ce nouvel horaire. Notez-le dorénavant, nous sommes ensemble du lundi au jeudi de 19h30 à 21h. On reste sur vos 90 minutes de tech, mais on commence un tout petit peu plus tôt. Et puis bien sûr, on est forcément disponible en replay et en podcast. Merci d'être là avec ce soir au sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne de ce mardi. On va revenir sur, écoutez, la nouvelle affaire du moment dans la tech. Elon Musk qui déclare la guerre à Apple et OpenAI. On va tout vous expliquer pourquoi dans un instant. Et puis on s'intéressera à une personnalité étonnante de la tech. Il s'agit de Fidji Simo, une Française, une Sétoise qui arrive à la tête, en tout cas à un poste très élevé chez OpenAI. On évoquera évidemment ce sujet. Puis on parlera de Kodak, le géant de la photo argentique qui a complètement raté le virage du numérique et qui a deux doigts de fermer ses portes. Ça sera l'un des derniers sujets de Tech & Co de ce soir. Voilà, 90 minutes de tech, c'est maintenant. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et oui, le débrief de l'actu tech. Voilà, merci d'être là. Et vous le savez, que vous soyez à la radio, à la télé, installez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, notamment sur Twitter. Vous pouvez aussi nous laisser des messages sur LinkedIn, etc. Et puis sachez que le replay de Tech & Co sera aussi disponible sur YouTube. Ça, c'est l'une des nouveautés qu'on vous propose depuis quelques semaines. Voilà, vous pourrez retrouver donc tous les Tech & Co, la quotidienne, sur la page YouTube de Tech & Co. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce soir, pour commenter l'actu, nous avons Christophe Honnête. Salut Christophe. Bonsoir François. Fidèle parmi les fidèles de Tech & Co, Christophe Honnête, senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France et Asie du Sud à l'époque de Windows XP et de cette magnifique prairie là. Cette photo qui a été d'ailleurs remise au goût du jour récemment puisqu'on a retrouvé le photographe qui avait pris cette photo qui a, on va dire, animé les fonds d'écran de Windows pendant des années. Les gens ne savaient pas forcément comment le changer à l'époque. Voilà. Donc, et le photographe, je ne sais pas si vous voyez cette photo magnifique, oui, on voit cette prairie, ça blisse. Voilà, avec ce vert et ce bleu, expliqué justement lors d'une interview que c'était juste après un orage en Californie, dans une plaine de Californie, qu'il avait pris cette photo. Il est, à mon avis, devenu quand même pas mal riche avec cette histoire-là. J'espère qu'il a eu l'intelligence de bien négocier la photo, mais de négocier une petite royalty voilà. Des grands volumes. Exactement. Ça fait beaucoup plus d'argent. Exactement. Bill Gates avait compris aussi. C'est ça. Il n'a pas parlé de ça justement pendant son interview. Et nous accueillons aussi un nouveau débriefeur ce soir. C'est Stéphane Zibi qui est avec nous. Bonsoir François, je suis ravi. Salut Stéphane. Salut François, je suis ravi. Consultant spécialiste en transformation numérique et en IA. Si vous êtes un fan de On refait le Mac, vous connaissez Stéphane Zibi puisque c'est un historique de ce podcast. Et voilà, en tout cas, on est ravis de t'accueillir ce soir. Super. Pour commenter l'actu. Et puis bien sûr, Frédéric Simotel. Bonsoir, salut à tous. Voilà, que vous pouvez avoir aussi en fond d'écran, hein, comme n'importe quelle prairie pleine. Voilà, Frédéric Simotel qui fait comme ça, il n'y a pas de souci, c'est jouable. Toujours. Avec l'IA générative, maintenant on peut tout faire. Faire des images de tout. En effet. On va donc commencer par Elon Musk, qui déclare officiellement la guerre à Apple et OpenAI. Qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Bien, on va tout vous expliquer. Le milliardaire a annoncé donc hier porter plainte contre les deux entreprises qu'il accuse de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'il leur reproche concrètement ? On va écouter tout de suite les explications d'Anthony Morel. C'était ce matin dans Good Morning Business. Et puis après, bien évidemment, on débat là-dessus. En fait, il les accuse de s'entendre en cachette pour étouffer la concurrence en matière d'intelligence artificielle. Alors, il y a deux reproches principaux qui sont faits dans cette plainte qui a été déposée auprès d'un tribunal texan. Et comme c'est Elon Musk, bon, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Premier reproche, Apple truquerait délibérément les classements de l'App Store, c'est la boutique d'applications. En gros, il reproche à Apple de ne jamais mettre en avant Grok, l'IA d'Elon Musk, alors qu'ils font tout pour ça. Grok, alors Elon Musk donne des arguments, il dit on a plus d'1 million d'avis d'utilisateurs 5 étoiles, donc normalement on devrait être recommandé à chaque fois par l'App Store. Or, on n'est jamais recommandé. ChatGPT est toujours en tête et nous jamais. En gros, on est le vilain petit canard et eux, ce sont les chouchous. Bon, factuellement, c'est pas tout à fait vrai parce que ChatGPT, ils sont pas toujours premiers. Il y a DeepSeek qui a été premier, Perplexity aussi dans certains pays, mais c'est vrai qu'ils sont souvent premiers.
premier. Donc ça, c'est le premier reproche. Le deuxième reproche que Musk fait à Apple et à OpenAI, c'est un reproche de collusion, en fait. En gros, les deux ont un accord commercial. Vous savez que Apple, c'est pas un secret, ils sont un peu en retard en matière d'intelligence artificielle et donc ils se sont alliés à OpenAI pour intégrer ChatGPT, notamment quand vous faites une recherche sur Siri et que Siri n'a pas la réponse, eh ben, elle va proposer une réponse qui a été générée par ChatGPT. Et donc, à partir de cet accord commercial, Elon Musk déduit qu'il y a une forme de collusion entre les deux et donc ils s'entendent. Il n'y a pas de preuve de ça, mais en tout cas, ça va être l'objet de cette plainte auprès de la justice. Musk parle d'une tentative désespérée de la part d'Apple de protéger son monopole sur les smartphones et il a des mots pas très tendres non plus sur OpenAI. Et Sam Altman, le patron d'OpenAI, a réagi aussi en disant que tout ça venait de quelqu'un qui manipule sa propre plateforme X pour nuire à ses concurrents et aux personnes qu'il n'apprécie pas. Voilà, écoutez, ça faisait quelques semaines qu'on n'entendait plus parler d'Elon Musk. Il fallait quand même qu'il nous sorte un petit truc de son tiroir. Et donc voilà, cette histoire, donc voilà, c'est la guerre. Porter plainte contre Apple et OpenAI. Alors. En plus, il déteste Sam Altman, ça c'est quelque chose qui est véritablement... C'est ça le point de départ en fait. Voilà, je crois que c'est ça le point de départ. Et même Tim Cook, il lui en veut depuis quelques années. Il lui en veut depuis quelques années, en effet. Mais malgré tout, il faut qu'ils cohabitent, ces gens-là, parce que l'appli Grok, elle est sur iPhone. Enfin, tu vois, je pense qu'ils ont quand même pas mal d'intérêts en commun, finalement. Stéphane, comment tu analyses tout ça ? En fait, on l'a déjà un peu dit déjà, je pense qu'il essaie de trouver n'importe quel prétexte, notre ami, si c'est notre ami, pour pouvoir embêter Sam Altman et un peu Tim Cook, mais là quand même, d'accord, on parle de l'App Store, mais aussi c'est ce qu'il veut mettre il est contre plutôt le duopole qui s'est formé entre OpenAI et Apple sur les 1,3 milliard d'iPhone qui sont dans le monde. Oui. Et de fait, les gens, ils utilisent de façon un peu forcée OpenAI. Ça me rappelle une histoire dans les années 90 où il y avait Internet Explorer 4 qui était installé de fait sur les Mac. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Et Netscape n'était pas très content de ça. Et ils avaient porté plainte contre ce duopole qui installait de base la Encore un dossier pour Christophe Holnet. Franchement, là, on déterre les vieux trucs, Christophe. Cette histoire-là. Et j'étais dans le cabinet d'avocats qui défendait Microsoft et Apple. C'est pour ça que je me souviens de cette histoire et on l'a très bien... C'était en quelle année, ça, Stéphane ? Dans les années 94-95 ou un truc comme ça. Ouais, peut-être un petit peu, oui. 95. Un petit peu plus tard, 95, après 95. Ouais. Et donc, 16, peut-être 16, plutôt 16. Ouais. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on avait déplombé l'histoire en mettant des CD-ROM à la Fnac, etc., en disant voilà, installez Netscape si vous voulez, quoi. Et il n'y avait plus de problème. À l'époque, on pouvait simplifier. Là, on est sur 34 milliards demandés, une sorte de grande manque à gagner pour notre ami. Peut-être qu'il a besoin d'argent, je ne sais pas, mais c'est quand même bon. Je pense que il y a peut-être un fond de vérité sur quelque chose, sur l'obligation d'utiliser OpenAI, mais je pense vraiment qu'il y aura du mal à gagner sur Alors, dans un instant, Fred et mon humble personne vous donneront notre avis, mais Christophe, on t'écoute. Non, vas-y, avec plaisir. Vas-y. Je pense qu'on a quand même vu cet été se consolider toutes ces grandes plateformes autour de l'AI, quand on a vu les valorisations, les milliards qui affluent. Et on voit d'ailleurs quand même la croissance américaine. Il y avait un article dans Les Échos, je crois hier, qui disait qu'elle était beaucoup tirée aussi par ces énormes data centers, ces investissements massifs. Donc il y a... Et on voit se dessiner une sorte d'oligopole avec OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, XAI. Gemini. Google, Gemini et Apple. Donc, on a 6 acteurs qui, en fait, sont dans un mode, tu disais tout à l'heure, de coopétition. Parfois, c'est un peu consanguin. Puis, on est concurrents. C'est je t'aime, moi non plus. On s'attaque sur tel sujet. Il y a une judiciarisation. Et en fait, ce qui est absolument dingue, c'est qu'on voit... on voit finalement pratiquement, de façon ironique pratiquement, un Elon Musk qui dit « Ah mais c'est quoi ça ? Il y a Apple, c'est un gatekeeper finalement, comme l'aurait dit son ami Thierry Breton, c'est quelqu'un qui décide de qui a accès ou pas, et donc il faut lui imposer des choses. » Donc quelque part, il y a presque une demande de régulation que par ailleurs, ils réfutent quand ça les arrange pas. Et moi, ce que je pense voir arriver, parce qu'il y a eu dans la nuit dernière un tweet qui commence à faire beaucoup de bruit, pas un tweet, mais sur Truth Social de Donald Trump, qui dit, bon, si vous touchez aux géants de la tech avec vos régulations, quel que soit dans le monde, je augmenterai les tarifs, les droits de douane.
Et donc, on va avoir des dilemmes du genre, est-ce qu'on met en application vraiment le DSA, le DMA, l'IA, est-ce qu'on régule avec au le risque potentiel de se retrouver avec... Voilà. Alors, donc ça se dessine et on le voit arriver. Mais ceci dit, aux États-Unis, finalement, c'est la judiciarisation et ces géants entre eux qui vont s'attaquer et qui vont en fait définir les règles du jeu par le débat juridique. Moi, je vais vous dire, je pense que en fait, Elon Musk a beaucoup de rancœur envers tout le monde, en fait. Et notamment Sam Altman, parce que rappelons-le, il a cofondé OpenAI à l'époque. Elon Musk, il est parti, pas dans de bonnes conditions. Il a vu aussi l'explosion d'OpenAI en étant témoin de ce succès sans y être acteur, et Elon Musk déteste ça. Il a investi des dizaines de milliards dans Grok qui a du mal à décoller, et pourtant il est intégré dans X, mais personne n'en parle. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on utilise au quotidien. Il voit qu'Apple fait appel justement à ChatGPT, que Apple discute avec Google pour Gemini, et lui se retrouve un peu isolé avec un truc qui est plutôt performant d'ailleurs, Grok, hein, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, ça n'a pas l'aura d'un Gemini, d'un ChatGPT, et je pense qu'ils ne supportent pas ça, en fait. Et puis en plus, ça vient, dès qu'on parle Grok, on parle d'Elon Musk, on parle des biais, tout ça potentiel. Je pense que, moi, tu as raison, je pense qu'il y a vraiment ce côté haine farouche contre la bande OpenAI. Ne serait-ce que, rappelez-vous, hein, quand ChatGPT est sorti, qui a lancé un moratoire en disant « Oh là là, ça va trop vite !» Il faut réguler l'IA tout de suite. C'était Elon Musk. C'est vrai. Pour 2 jours après lancer son Grok et tout ça. Donc il y a ça. La deuxième, dans le narratif, c'est vrai qu'il est quand même un concurrent de tous ces gens-là. Oui, et là, oui, il y a un côté concurrence. Mais rappelle-toi, il avait même attaqué OpenAI et Sam Altman il y a quelques mois de cela parce que justement, il voulait que, en fait, ça reste une société philanthropique quand il y avait un risque que ça devienne une boîte commerciale. Il était monté au credo là-dessus aussi. Et puis derrière, il y a le côté, il est en train de chercher tous les trucs. Il dit, qu'est-ce que je pourrais attaquer ? Tiens, la liberté numérique. Moi qui suis un grand libertaire, là, Apple est encore en train de verrouiller son système. Moi, je suis un défenseur de la liberté numérique, donc il y a tout ça. Et puis derrière, moi, je pense aussi, avec Apple, ils gardent toujours en tête, souviens-toi, il y a quelques années, on voyait un rapprochement Apple, Tesla. Et Tim Cook lui a fait un bras d'honneur, mais il lui a dit non, je ne vais pas rentrer. Il n'avait même pas répondu, je crois, alors que l'autre se voyait déjà. Elon Musk se disait, mais attends, je viens. Après, c'est un peu une légende, ça. Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Ça s'est vraiment passé, cette histoire. parce qu'en fait, à l'époque, il y avait bien sûr le projet Titan, il y avait toujours le projet Apple Car qui était quand même à fond, mais ils n'y avançaient pas. Et c'est vrai que Tesla, ils avaient besoin d'un accélérateur. Tout le monde pensait que c'était un voyage. Et puis Tesla, elle est mal à l'époque. Et lui, il avait poussé en plus des gens à faire penser Tim Cook en lui disant, en plus tu fais rentrer Elon Musk, il a plein d'idées dans tous les sens, il va remuer un peu tout ça chez Apple, ça va être super. Et l'autre, c'est vraiment, enfin quand tu lis les trucs de l'époque, là, je relisais ça cet après-midi, et ils ont vraiment, il y a cru, il s'est dit. Non mais la légende, c'était il remplaçait Tim Cook. C'était un potentiel remplaçant de Tim Cook. Mais c'était ça, c'est qu'au début, il venait un peu tout remuer, et puis à un moment, on dit à Tim Cook, bon, Tim Cook, ça y est, t'as 60 ans, voilà, c'était l'âge de Tim Cook à peu près, ça y est, je suis prêt, on va être à 2 et puis là, on va lancer plein de trucs. Donc je pense qu'il y a tout ça. Après, effectivement, alors il est allé calculer les 34 milliards d'euros. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu de contrôle fermé d'iOS et tout ça. Après, ça pose aussi une autre question, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces bagarres, là, on les a eues, on l'a dit, au niveau des navigateurs. Peut-être que là, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir aussi sur est-ce qu'une IA générative peut être intégrée à un operating system. Et donc, du coup, là, il ouvre aussi, enfin, il ne faut pas voir que tout cet aspect personnel, etc. Oui, mais à ce moment-là, il devra attaquer Microsoft. Mais voilà, avec Copilot, tu vois, ça ne tient pas la route. Mais en tout cas, ça ouvre ça. Ça ouvre de dire, est-ce qu'une IA avec un OS, il n'y a pas un côté... oui, c'est le débat qu'on avait avec le navigateur Internet et Windows il y a 20 ans. Moi, je comprends ce que vous dites, à savoir qu'il y a cette haine à la fois farouche vis-à-vis de Altman et peut-être un peu moins farouche vis-à-vis d'Apple, mais je pense que quand même, vu la nature des investissements qui sont mis en place, l'avance qu'a pris OpenAI avec ChatGPT, qui est devenu le symbole de l'IA générative pour des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Vous avez vu probablement pendant les congés le nombre de personnes qui utilisent ChatGPT très très majoritairement, et un peu Gemini pour tout le monde, un grand public, pour tout le grand public. Donc ce que je veux dire, c'est que
pour pouvoir accéder à des centaines de millions, des millions d'utilisateurs, il faut être sur des plateformes. Ça peut être Apple, ça peut être Chrome, ça peut être Windows. OpenAI l'a bien compris parce qu'il essaye de se positionner. Et lui, il est un peu en dehors. Ouais. Et donc, je pense qu'il attaque aussi cet aspect-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut cette injustice. Est-ce qu'on peut faire ce bundling pour lui ou pas? Et c'est une pratique. Mais ultra traditionnelle. Microsoft en est un bon exemple, mais tous les autres, des acteurs américains, consistent à capitaliser sur une position dominante pour rajouter des choses. Mais je crois que son truc principal, c'est quand même l'histoire. Il ne digère pas, tu l'as dit tout à l'heure, François, il ne digère pas qu'OpenAI. Non, mais non. Et n'est pas pris. Tu sais, c'est comme Steve Jobs à une époque quand il a été viré d'Apple. Il ne dirigeait pas. Et puis je pense que Elon Musk. Et là, il voit OpenAI qui prend une autre voie de ce qu'il avait imaginé. Il dit en plus, je suis l'un des cofondateurs. Et donc, ça ne va pas. Et je pense aussi que Elon Musk est loin d'être un imbécile. C'est très bien que l'intelligence artificielle générative, c'est le nouvel Eldorado. Il investit beaucoup, mais pour l'instant, il est en queue de peloton. Et je pense que ça aussi, ça l'énerve beaucoup. Je pense que ce procès, ou l'intention de faire ce procès, lui apportera peut-être un peu de publicité sur Grok, qu'il n'a jamais eu depuis le début. Voilà. Est-ce que ça va suffire? On ne sait pas. Mesdames, messieurs, est-ce que vous voulez voir un journaliste talentueux rentrer sur scène comme ça d'un coup? Avec joie. Comme une star. Moi, c'est ma première, je regarde. C'est possible. Non, mais Fred, t'aurais pu. Ah oui, on aurait pu. On envoie un talentueux. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, Sylvain Trinette, s'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir, si ça vous fait plaisir. Bon, t'as remarqué, il n'y a pas grand monde qui t'applaudit, Sylvain. Bonsoir. Mais ça va changer, tu vas voir, dans quelques années. Je serai hué dans quelques années. On t'acclamera. Sylvain, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et ce soir, tu vas nous parler d'une autre personnalité très intéressante. Il s'agit de Fidji Simo, qui est la nouvelle patronne des applications d'OpenAI. Mais qui est-elle au juste, Fidji Simo? Eh bien, c'est probablement l'une des femmes les plus puissantes de la Silicon Valley. Et figurez-vous qu'elle est française. Et oui, son arrivée avait été annoncée au printemps 2025. On en avait parlé dans la quotidienne d'ailleurs. Et Fidji Simo, elle vient de commencer en fait à prendre ses quartiers chez OpenAI. On pourrait croire que le défi s'annonce plutôt difficile, mais l'entrepreneuse de 40 ans, elle dispose déjà d'un CV suffisamment rempli pour venir à bout des premières difficultés, dont celle dont vous parliez à l'instant d'ailleurs. Car avant OpenAI, elle a d'abord travaillé avec eBay avant d'oser une candidature spontanée auprès de Facebook. Chez le géant des réseaux sociaux, son profil, il interpelle. Et en 2019, elle devient carrément le bras droit de Mark Zuckerberg en personne. C'est le patron de Meta. 2 ans plus tard, elle fait ensuite ses armes de dirigeante chez Instacart qu'elle redresse alors que l'entreprise va très très mal après la crise du Covid-19. À ses côtés, Instacart va même réussir son introduction en bourse. Donc la voilà arrivée chez OpenAI. Qu'est-ce qu'elle va faire exactement? On a des infos là-dessus? Eh bien, son poste est plutôt équivoque pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu de l'intelligence artificielle. Depuis quelques semaines, elle occupe le siège de responsable du développement produit. Dans un langage un petit peu plus compréhensible, Fidji Simo va devoir piloter une stratégie suffisamment pertinente pour rendre ChatGPT plus incontournable que jamais. Le chatbot d'OpenAI, il est certes connu de beaucoup de gens, mais il doit encore s'imposer auprès du très grand public et des entreprises. C'est toute la gymnastique qu'elle devra forcément entreprendre. Il n'y a pas d'urgence, évidemment, mais sa stratégie, elle va justement, elle est au tournant, puisque OpenAI doit gagner de l'argent, il n'en gagne pas actuellement, et si tout va bien pour l'entreprise de Sam Altman, OpenAI devrait être rentable dès 2030, et reste à savoir si Fidji Simo sera celle qui réussira cet exploit. Merci beaucoup Sylvain Trinel. Si vous voulez en savoir plus sur le profil de Fidji Simo, je vous invite à aller sur le site de Tech & Co, bien évidemment. On va en parler de Fidji Simo. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années de cela quand elle était chez Meta, chez Facebook. J'étais parti en voyage de presse et on avait visité les locaux de Facebook. À l'époque, ça ne s'appelait pas Meta. Et on l'avait rencontrée parce qu'on était donc quelques journalistes français. Et comme elle est française, elle nous avait reçus dans son bureau et on avait discuté un petit peu de ses défis. Et elle venait juste d'arriver, en fait, à l'époque, à ce poste stratégique de la vidéo sur l'appli Facebook. Parce qu'en fait, elle a explosé chez Meta et elle est devenue... Elle a acquis ses lettres de noblesse, en fait, chez Meta, quand elle a réussi le pari d'intégrer la vidéo et de la monétiser sur l'appli de Facebook. Et on l'avait rencontrée à cette époque-là et on sentait déjà que c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. C'est amusant parce qu'elle a un accent sétois, elle est sétoise, donc elle a un accent chantonnant provençal qui dénote quand tu arrives, tu vois, en Californie, quoi. Et voilà, quelqu'un de très intéressant. Mark Zuckerberg l'avait repéré, mais Sheryl Sandberg aussi. Oui, bien sûr, évidemment. C'est elle qui l'a surtout fait monter. Évidemment. Donc voilà,
maintenant, elle va se retrouver sans doute, même pas sans doute, elle est quasiment à la tête de l'une des boîtes les plus bankable au monde, Fred. Oui, alors, on disait le partage des rôles avec Sam Altman. En gros, Sam Altman, il va s'occuper de toute la partie recherche et puis elle va développer toutes les parties applications. Pour elle, quand tu regardes... Ça va être un peu la VRP d'OpenAI, à ton avis ? En fait, quand tu regardes les stratégies d'entreprise, tu as 3 points. Le premier point, c'est avoir un bon produit. Voilà, une courbe d'expérience du produit. Plus il va être performant, moins il va être cher, mais on va essayer de le développer, tout ça. Donc ça, c'est sûr que là, elle a la main sur un produit. Et puis en plus, ils ont embauché des développeurs à des centaines de millions d'euros. Enfin, voilà. Ouais. Après, le deuxième point, c'est qu'elle a le côté part de marché. Et c'est là, il y a une base estimée entre 600 et 700 millions d'utilisateurs. Donc c'est là où il faut qu'elle travaille justement pour c'est ce qu'on évoquait hier. Consolider cette boîte, cette part de marché et jouer des coudes justement avec les lamas et tout ça. Et le troisième point qui va être important, c'est la stratégie financière. Parce que c'est bien beau de lever des fonds et tout ça, mais il va falloir aller rechercher des fonds, rentrer du cash. Les revenus, les abonnements. On voit qu'il y a des abonnements à $20, $200, tout ça. Et donc c'est tout ça qu'elle va devoir définir. Elle va remarketer un peu ChatGPT. Et puis quelque part, je pense qu'elle va être aussi la personne, parce qu'on l'a vu, les débuts d'OpenAI ont toujours été un petit peu chaotiques. Il y a des gens qui étaient partis, revenus, même Sam Altman. Et donc là, il faut qu'elle va remettre un peu d'ordre aussi, peut-être un peu plus de stabilité dans le management et dans les décisions stratégiques. Stéphane ? Alors oui, il existe déjà des choses, ils font déjà beaucoup de chiffre d'affaires. Je crois que le mois dernier, ils ont dépassé pour la première fois le milliard de chiffre d'affaires. Mais ils en perdent 5 par an. Voilà, c'est ça. Mais c'est sûr, là, ils font déjà du chiffre d'affaires. Non, Fidjissimo va incarner sûrement beaucoup de choses parce c'est une femme, c'est quelqu'un qui a déjà eu beaucoup de succès dans des grandes sociétés de la Silicon Valley. Mais c'est sûr qu'il faut juste imaginer, comme elle est produite, comme elle pense utilisateur final, il faut juste imaginer qu'est-ce qu'on pourra faire. Déjà, on peut générer beaucoup de choses avec ChatGPT. Il faudra juste imaginer qu'aujourd'hui, il n'y aura plus d'agences, à mon humble avis, qui feront des sites e-commerce. Il n'y aura plus d'agences qui vont faire. Il y aura ChatGPT qui va faire en 30 secondes une boutique et avec Shopify à intégrer, le paiement intégré en 30 secondes. Et avec Instacart, avec tout ce qu'elle a pu faire ces quelques dernières années. Elle doit être bien contente d'arriver chez ChatGPT. Exactement. C'est comme ça qu'il l'a repéré. Je pense que moi, rien que ça existe. On va peut-être le voir dans quelques jours, dans quelques semaines, parce que les sorties sur OpenAI sortent comme dans toute l'IA. De toute façon, ça sort toutes les semaines, il y a une nouveauté. Mais il faudra juste imaginer qu'il y aura ça. Il y aura aussi un autre truc qui existe déjà, mais qui va être encore plus amplifié. Ça a été dit il y a quelques instants. Il faudra que les entreprises aient un peu l'esprit IA, comme on dit. C'est-à-dire qu'en gros, comment on va transformer nos processus. Et donc, il faut que le réflexe pour toutes ces entreprises, même s'il y a des accords avec des grandes entités à Seattle ou à Mountain View qui ont été faits au préalable, il faudra que OpenAI arrive à s'intégrer dans ces accords-là, parce que c'est jamais simple. Ils ont chacun les écosystèmes, c'est quand même pas évident. Et il faudra que tout ce qu'elles puissent permettre de faire en sorte que les entreprises se développent et proposent des choses bien concrètes. Et c'est sûr qu'il faudra une agilité. Je pense, comme tu l'as rencontrée, tu sais très bien qu'elle réagit vite. Il faut quelqu'un qui réagit vite et bien, et c'est son cas. Il y aura peut-être un grand de la pharmacie ou un grand de la voiture qui dira « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Elle va réfléchir en 2 secondes et demie et hop, les mecs vont l'adopter. Et ce sera des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros à chaque fois. Christophe ? Oui, je pense qu'elle a... Tu l'as jamais rencontré Non, jamais rencontré. En fait, elle a comme tu le disais, 600-700 millions, une base d'utilisateurs. Aujourd'hui, quand on regarde les derniers chiffres et qu'on fait quelques maths, on dit il doit y avoir à peu près 50-60 millions maximum d'utilisateurs payants, juste en faisant des divisions un peu à la va-vite. Donc, je pense qu'elle va devoir consolider le côté first mover advantage qu'a ChatGPT, c'est-à-dire c'est devenu le réflexe et c'est intégré dans la vie de tellement de personnes. Il n'y a aucune raison de s'arrêter et ça va continuer. Convertir ces utilisateurs dans des utilisateurs payants, avec une grosse question quand même, qui est de dire est-ce qu'on va aller, comme tu le suggérais dans l'émission hier, vers un mode où finalement il va y avoir une position monolithique et on paiera plus, ou est-ce que finalement il va y avoir une telle concurrence des LLM quand on voit certains qui commencent à dire on va le donner gratuitement, il va y avoir des pratiques très agressives. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à monétiser ça ? Ça reste une question, il faut qu'elle le fasse. Et puis après, il y a effectivement la dimension B2B, c'est dire
comment je me positionne OpenAI comme un acteur qui permet d'en avoir pour son argent, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a une petite musique qui commence à apparaître avec ce rapport de la School of Management du MIT qui a dit qu'avec seulement 5% des déploiements IA génératifs qui avaient généré vraiment un retour sur investissement. Ils ne disent pas d'ailleurs qu'il faut arrêter, mais c'est classique dans les phénomènes un peu de bulle comme ça où il y a un certain scepticisme. Donc ils vont devoir aussi se positionner comme un acteur. Et je pense qu'il y a une vraie question pour eux, notamment sur ces solutions plus verticales, dans la santé, dans l'industrie, dans l'éducation. C'est jusqu'où vont-ils aller? Est-ce qu'ils vont eux-mêmes développer un peu comme un Palantir des solutions de managed service pour aller accompagner? Et moi, je pense qu'ils devraient le faire. Pour aller accompagner les clients et développer une adhérence. Je pense qu'ils vont le faire. Et développer une adhérence plus forte pour ne pas juste être dans un business d'API qui, à un moment donné, risque d'être commoditisé et d'être remplacé. Donc, elle a à bâtir un très beau moteur qui doit fonctionner sur pas mal de cylindres et à orchestrer tout ça. Franchement, c'est un superbe challenge en partant d'une base quand même qui est déjà très conséquente. Puis se poser la question, quelle stratégie je vais développer? C'est ce que tu dis. Il ne faut pas se tromper là. Ah bah non. Est-ce que tu développes des managed services? Est-ce que ou tu développes plutôt une approche partenariale plus traditionnelle? Pour les utilisateurs particuliers, est-ce que tu remets à plat toutes les formules d'abonnement qu'il y a? Est-ce que tu repenses tout ça? Parce que tu fais des prix extrêmement agressifs pour pouvoir conquérir les pays en voie de développement? Parce qu'aujourd'hui, tu as raison, ChatGPT, c'est devenu une commodité comme un peu Google il y a 20 ans, finalement. Et après, c'est dur de déplacer quelqu'un qui a atteint une telle... Tu sais que tu as une pépite, mais comment tu imagines la faire grossir et l'embellir, en fait? Non, puis je dis, en plus, et moi je rajoute, ce que j'ai dit tout à l'heure, elle va aussi apporter cette stabilité un peu, parce que ça partait. Tu sais, ça part un peu dans tous les sens. Adulte dans la pièce. Tu as des anciens managers qui ont été CEO. Voilà, donc elle va un peu remettre tout ça et peut-être donner, tu disais, santé, éducation. Voilà, on va s'orienter. On sait qu'elle est très impliquée dans l'univers de la santé, dans l'univers de la diversité. Elle va peut-être dire, voilà, on va déjà se lancer sur ces trois-là. Et puis. Ça va être intéressant de voir, excuse-moi, juste la relation avec Microsoft, parce que, effectivement, Microsoft, là, dans le dernier grand meeting de toute la société, Satya Nadella a dit l'IA n'est pas un truc en plus, c'est l'operating system. Donc ça veut dire que vraiment, ils vont développer des verticaux, et donc je ne vois pas comment ça va. Le mot de la fin pour Stéphane. Non, jusqu'à, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'en mai 2025, il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé pendant 22 ans, ce sont le nombre de requêtes sur Google qui ont diminué. Et ça continue de diminuer. Pourquoi? La recherche par l'IA. La recherche par l'IA, ça y est, c'est acté. Donc quelqu'un a réussi à menacer, je ne vais pas encore dire tuer, Google. Mais en tout cas, déstabilisé. Et là, on est en plein dedans. En tout cas, poste passionnant. Enfin, être à la tête de ce truc-là, c'est... Dream job. Non, mais vraiment. De HEC à... C'est le dream job. À la Silicon Valley. 39 ans, à peine. 39 ans. Elle a reçu un beau prix, d'ailleurs, de HEC, le mineur. Là, je crois que c'est peut-être lié à ça, mais elle a reçu un très beau prix dans sa zone. Je crois qu'elle va être en France pour le recevoir dans quelques semaines que ce soit. Très bien. Si elle veut passer par le plateau de Tech & Co, ce sera avec énorme plaisir. On a essayé de l'avoir pour nos awards début décemembre, mais elle nous a répondu que c'était pas possible. Écoutez, peut-être qu'un jour on y arrivera. On avait eu Jensen Huang quand même. Attendez, vous avez déjà fait des exploits. On peut. Voilà, mettons-nous des barres hautes. Oui, il faut. Je dis ça à Léa Benaïm qui produit cette émission et qui s'occupe de tout ça. On revient dans un instant, les amis, bientôt 20h. Vous restez là. On attaque notre deuxième partie de ce débrief. On va parler de Meta qui, visiblement, on en a fini de cette boulimie de mercato d'ingénieurs IA. Ça y est, ils en ont recruté une cinquantaine, ils arrêtent là. C'est l'un des sujets qu'on va évoquer dans un instant. Toujours avec Stéphane, avec Christophe et Frédéric. Merci d'être là. C'était Tech & Co sur BFM Business. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Très belle soirée, merci d'être là, bienvenue, bonne rentrée à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne qui a repris hier et on est très heureux de vous accompagner chaque soir du lundi au jeudi. Notez le nouvel horaire, 19h30, 21h, radio, télé, replay, podcast qui vous attendent et le replay aussi sur YouTube. Avec ce soir, pour commenter l'actu, Christophe Holnet, senior advisor chez 7-2 et ancien président de Microsoft France-Asie du Sud. Stéphane Zibid, dont c'est le premier débrief de Tech & Co. Il est zen, ça va. Ça va.
le vieux routard du débrief de la tech, tu vois, si Stéphane, il a l'habitude. Il suffit d'être passionné et de connaître. Et voilà, c'est ça. D'avoir bossé un peu les sujets, puis voilà. Et qu'on écoute aussi chez mon camarade Olivier Frigara dans On fait le Mac, Stéphane qui est consultant spécialiste en transformation numérique et en IA, et Frédéric Simotel, bien sûr, qu'on ne présente plus, journaliste à BFM Business. 20h02, je vous invite maintenant à nous plonger dans les affres du mercato de l'IA avec Meta qui a fini avec sa razzia d'ingénieurs visiblement. Après avoir recruté plus de 50 talents chez ses concurrents, Mark Zuckerberg a décidé de freiner ses embauches dans sa branche IA. Une décision qui traduit un ajustement stratégique face aux priorités et aux coûts liés à ce secteur en pleine effervescence. Les explications de Timothée Mazouret et bien sûr après on revient pour commenter tout ça. C'est au moins le 6e cadre de chez Apple à rejoindre Meta cette année, en plus des 20 chercheurs et ingénieurs de chez OpenAI et des 13 de chez Google, pour un total de plus de 50 personnes recrutées dans le département IA de Meta. Mais gonfler ses effectifs tout en affaiblissant la concurrence a un coût. Ces embauches ont des allures d'acquisition, comme celle d'Alexander Wang en juin, 14 milliards d'investissements dans sa start-up Scale.ai pour le débaucher. Le cofondateur de Thinking Machines Lab aurait lui refusé une offre à 1,5 milliard. D'autres ont accepté des rémunérations à 100 millions de dollars, mais les embauches sont désormais gelées pour une durée indéterminée. Même les transferts internes vers les départements d'IA. Meta affirme qu'il ne s'agit que d'une pause organisationnelle naturelle après une période de grosses dépenses, car la firme veut maîtriser ses coûts, notamment pour pouvoir financer le développement de ses data centers. Oui, parce que ces 50 ingénieurs, si vous voulez, ils ne sont pas à quelques milliers d'euros par mois. Hein. C'est pas... voilà. C'est pas une PME qui recrute 50 collaborateurs d'un coup. Là, on parle, et ça nous avait complètement scotché avant les vacances, quand on avait évoqué les salaires et les primes de ces surdoués de l'IA qui ont été recrutés un peu partout, chez Apple, mais aussi chez Google, chez OpenAI, etc. 100 millions de dollars, je crois, de primes de bienvenue, et après 100 millions par an de salaire. C'est les sommes qui étaient évoquées, oui. Oui. Stéphane. Pardon, mais c'est vrai que ça peut paraître dingue. Et en fait, tu as employé le bon mot, c'est un mercato. Bon, voilà. Donc en football, quand il y a certains clubs qui ont beaucoup d'argent, c'est ça. Ou certains championnats qui se... On peut faire l'analogie avec les joueurs de foot. Exactement, sauf que là, on est au-delà de Messi et de Ronaldo. Sauf quand il y a eu le début de l'Arabie Saoudite, où là, ça a dépassé un petit peu tout. Mais bon, là, ça s'est calmé un petit peu. Mais là, en gros... Donc il y a une double analyse, parce que quand même il y avait déjà des bonnes personnes qui étaient là-bas, il y avait dont un Français qui était dans l'équipe, qui est toujours dans l'équipe, mais c'est vrai que il y a eu ça. Est-ce qu'il a fait ça pour diminuer les concurrents? C'est pas une personne qui va diminuer, c'est pas possible. Donc il avait besoin aussi de donner une forme d'élan. Pour moi, ça ressemble presque à une forme de... oui, un coup de boost. Un coup de boost. Moi, je pense que c'est comme le premier sujet qu'on a évoqué. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans la com. Dans la com, parce qu'une compétence, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un est surdimensionné, un développeur est surdimensionné et qui va faire tout un tas de choses? Quand même, pour bien connaître... c'est un coup de com qui lui coûte quand même pas d'argent. Non, pour bien connaître un peu certaines personnes là-bas, tu as vraiment des stars. T'as vraiment, et là, il est allé chercher... Il y en a 8, c'est les plus grands cerveaux. Ils estiment que c'est les plus grands cerveaux et il les a recrutés. Donc, il est vraiment allé chercher quand même, un peu comme au foot, si on fait l'analogie. Oui, il y a les footballeurs pros qui sont plutôt bons, et puis tu as un Mbappé, tu as un Messi. Et là, il a débauché un gars qui s'appelle Frank Chu, qui s'occupait des équipes IA chez Apple, donc qui est le dernier recrutement, premium. Et en plus, il a recruté des gens qui, à la fois, alors des bons développeurs, il y en a beaucoup, mais des gens qui savent gérer les développeurs, qui savent en plus, qui ont les notions d'infrastructure, enfin qui ont plusieurs notions. Il n'y en a pas tant que ça. On estimait à une époque, ils étaient 200 à peu près à vraiment faire l'IA et 80 de façon très douée, et 80 d'ailleurs d'origine française, c'est ce qu'on disait à l'époque il y a 1 an et demi. Donc dans le lot, il y a quelques Français d'ailleurs. Et moi, je pense que c'est ça. Après, ça déstabilise. En même temps, il déstabilise les autres, mais il ne le fait pas pour ça. Il le fait surtout pour récupérer des talents. Peut-être chez Apple avec Ruming Pang, là, qui dirigeait les Apple Foundation Model, là, là, carrément, il leur a piqué. Et ça a mis un peu la pagaille. Après, maintenant, il freine aussi ses recrutements parce que déjà, les investisseurs ont dû se dire, bon, d'accord, on gagne beaucoup d'argent. C'est vrai que tout ça, tous ces salaires-là, ça représente... Finalement, c'est à la marge. C'est à la marge. C'est une grosse marge. Mais quand tu gagnes des dizaines de milliards, par trimestre, voilà. Mais là maintenant, il faut qu'on se réorganise parce que tu nous avais lancé dans le métaverse. Là aujourd'hui, ils ont regroupé. Alors, il y a 4 divisions, les super
métamodèles, les produits IA, l'infrastructure, la recherche fondamentale. Et maintenant, voilà, il faut répartir les gens, dire allez. Et puis, il va falloir gérer les tensions internes aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui, tout d'un coup, c'est gros salaire. D'accord, moi je me suis lié depuis 10 ans, l'autre il vient d'arriver, il a déjà 8 Porsche et deux yachts, je sais pas ce qu'ils font de leur argent. Mais voilà, donc il faut gérer un peu tout ça et mettre tout ça. Et puis, Mark Zuckerberg, tu sais, c'est souvent comment il s'appelle, qui vient souvent chez nous là, Lucas Perrodin. Lucas Perrodin, qui nous dit, Mark Zuckerberg en plus, il aime bien avoir des gens très proches. Donc il a 20-25 personnes qui sont râteaux très très proches, même physiquement ils sont très proches de lui. Donc voilà, il faut un peu organiser cette cinquantaine de personnes autour de lui. C'est pour ça que ce petit coup de poing, ça reprendra ensuite. Voilà. Et cette super intelligence est dirigée par Alexander Wang, qui est le patron de Scale AI. Rappelons que Apple a alors pas racheté Scale AI, parce que vous savez que il y a des problèmes de concurrence, etc. Mais il a investi énormément et donc il a récupéré Alexander Wang qui va diriger tout ça. Et en tout, eh bien quand même, il a fait une belle radia chez Apple. Hein. Il a piqué 6 des plus grands ingénieurs IA de chez Apple. Il n'avait pas besoin de ça. Bon, après, qui n'avait pas besoin de ça. Hein, c'est sûr que pour Apple, c'est pas une très bonne nouvelle, mais il faut aussi, si on continue à filer la métaphore sportive, on l'a vu dans le passé que c'est pas parce qu'on recrute 5 stars qu'on constitue une équipe qui fonctionne. Je suis d'accord, mais ça facilite un peu les choses quand même. Bien sûr. Mais bon, il faut que les gars qui sont recrutés avec des welcome bonus de 100 millions de dollars, je pense qu'ils ont des égos qui sont quand même assez conséquents. Oui. Et donc, coordonner tout ça, c'est un travail. Donc, dire qu'on fait une pause pour s'organiser, c'est aberrant. Le problème des Galactiques au Real Madrid, c'est qu'ils jouaient tous au même endroit dans le terrain et qu'on ne pouvait pas tous les mettre. Et donc, il y avait certains qui étaient finalement confiés. Il y en avait 4 ou 5, là, il y en a... Là, et tous jouent avant-centre. Et tous jouent avant-centre, mais c'est là. Et tous le ballon d'or. Je pense que là, vu les sujets, je pense sincèrement qu'il y aura du boulot pour tout le monde. Et je pense que chacun pourra trouver sa place, vu l'immensité du travail à faire, parce qu'il y a quand même aussi un problème de temps. Ils ont démarré un peu plus tard que les autres, ils se donnent souvent des moyens. Ils ont aussi quelque chose d'extra avec cette potentielle avec les lunettes, parce que pour moi, ils ont quand même un objectif et une vision qui a été donnée par Zuckerberg et qui n'est pas très idiote, de vouloir remplacer le téléphone, le smartphone, qui est quelque chose de... Voilà, qui est un bel objectif, et ça passera par une IA béton armé, même si la régulation va beaucoup nous bloquer. Mais je pense que c'est ça, pour revenir sur ce que tu dis sur le foot, ça va être de dire, écoutez, voilà les 4 divisions. Allez, voilà. Et d'ailleurs, les recrutements ont été faits un peu comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont très forts en recherche fondamentale, donc ils vont peut-être rejoindre. On parlait d'Yann Lequin, qui lui a toujours gardé son statut aussi d'universitaire. Chercheur, mais il est obligé de toute façon. Voilà. Et donc, mais il n'est pas dans l'histoire là. Yann Lequin. Il est toujours. Il est très critique aussi sur ce qu'il y a sur les produits grand public aussi. Oui. Il est très critique. Donc en gros, je ne sais pas s'il est très fan de voir la tournure de comment. Ouais, mais bon, il est payé par Meta, tu vois. Donc au bout d'un moment, soit tu joues dans pour rester encore dans l'analogie foot, soit tu restes dans ton équipe, soit tu vas ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne peut pas aller beaucoup ailleurs. Où il pourrait aller ? C'est pas que c'est compliqué. Non, pour moi, ça préfigure d'une préparation. Maintenant, les 50, ils stoppent, ils posent. C'est pour préparer une réorg. Oui, je pense que c'est pour une réorg. Je pense qu'il y aurait quelque chose et ça va redémarrer. Et moi, je peux juste dire aux jeunes qui cherchent sur Parcoursup des endroits où aller dans les écoles d'ingénieurs. Hein. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Il y en a des belles en France en plus. Donc voilà. Et la French Touch, elle est vraiment appréciée. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, ça va. Ouais, c'est clair. Après, il faut être mathématicien, non ? Non, c'est pas les profils mathématiciens qui... Non, mais là-dedans, tu n'as pas que des mathématiciens. Tu as des bons développeurs. Tu peux avoir des gens un peu sociologues aussi qui vont réfléchir à la façon dont l'éthique, les ergonomes. C'est très important. L'écart type des rémunérations est monstrueux parce qu'effectivement, quelques personnes gagnent énormément et à côté de ça, le développeur de base, il va devenir remplacé par les... Non, le développeur de base, je suis désolé, le développeur de base, aujourd'hui, n'a pas spécialement d'avenir. D'ailleurs, 80% d'architectes. C'est exactement ça. C'est 80% des développements, des mises à jour chez Google sont faits maintenant par des IA. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus de valeur ajoutée. Ouais, c'est les talents qui vont rester, en fait. Aujourd'hui, il faudra être au-dessus. Et en gros, c'est quasiment des chefs d'orchestre. Des chefs d'orchestre et des gens qui vont pouvoir bien mettre les choses bien à la suite des autres. Et en fait, c'est savoir bien. C'est ça qui va être aujourd'hui l'avenir. Et donc,
aujourd'hui, les jeunes, ils ont une capacité de travail énorme, c'est peut-être pour ça. Il y a ceux qui sont, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge de ces 50, mais... Ouais, c'est entre 20 et 12 ans, je crois. Non, mais tu sais, moi, je me souviens du patron de Photoroom, Mathieu Rives, qui m'avait dit, à un moment, je lui ai dit, mais tu as du mal à trouver des développeurs. Il m'a dit, les développeurs, j'en trouve. Alors, il y a des bons, des moins bons, etc. Mais j'ai besoin de la gamme du dessus, les gens du dessus. Des gens qui comprennent déjà le développement, qui sont capables de gérer ces équipes. Et qui arrivent à gérer des équipes. Et qui ont un côté management, et puis qui comprennent l'infrastructure, qui comprennent l'architecture et tout ça. Et donc, c'est des gens qui sont, qui ont un peu toutes ces notions. C'est pas évident de former. Non, et puis c'est des profils relativement nouveaux. Là-dedans, pas évident de former à ça dans une école. Mais là-dedans, les écoles changent. Je travaille beaucoup dans les écoles, je peux vous dire. C'est depuis 5 ans, je travaille beaucoup dans les écoles, et une en particulier en ce moment, d'école d'ingénieurs. Ça change. Toutes les maquettes pédagogiques évoluent vers ça, et même je peux même dire que toute l'IA est en train de rentrer dans les écoles post-bac. Tant mieux. Rentre de façon et on est obligé de savoir un peu comprendre comment ça marche. Et dans ces profils, tu as certainement le développeur génial. Tu as un type, on va laisser-le dans un coin. Il nous développe des trucs, des boîtes à outils, il est délirant, il connaît tous les langages, il invente des langages. Alors, il y a certainement des gens comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus organisation, des autres dans l'ergonomie. Je pense qu'il a vraiment ciblé le fait qu'il mette autant d'argent. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais... Allez, trouvez-moi. Après, il ne faut pas se voiler la face. S'il investit autant d'argent, donc là, c'est plusieurs milliards, voire dizaines de milliards, parce que quand tu multiplies par 50 par 200 millions, ça fait 5 milliards. Ça fait 5 milliards, voilà. Et pour la première année, les amis. Après, il a licencié 20 000 personnes depuis 2 ans. Mais il y a un côté, Stéphane avait raison aussi, le côté montrer aussi l'élan. Et évidemment, il y a un effet com là-dessus. Est-ce qu'il aurait peu dur aller les recruter discrètement ? Non, il le clame haut et fort. J'ai recruté des gars, on a mis des centaines de millions. Moi, je pense qu'il n'a pas le choix aussi. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de Llama ? Qui utilise Llama au quotidien ? L'intelligence artificielle de Meta. Vous en connaissez autour de vous ? Ils ont beaucoup joué sur le côté open source et installation, et c'est pas quelque chose qui est grand public. Non, mais voilà. Je pense encore, on parlait tout à l'heure de rancœur de Elon Musk. Je pense que Mark Zuckerberg se retrouve aussi dans cette situation qui est désagréable et inconfortable, où il investit des dizaines de milliards par an sur un produit qui n'est pas utilisé. Et pourtant, il le met partout. Je sais pas si vous avez Instagram, vous avez l'IA, vous avez WhatsApp, vous avez l'IA, vous avez Facebook, vous avez l'IA, vous vous en servez pas. Il est terrifié par l'histoire d'avoir raté le mobile, de se dire, mais voilà. Lui qui veut être au plus proche de l'utilisateur, il se dit... Et il se dit, avec cette armée-là, je vais rattraper OpenAI. Et je vais peut-être avoir le nouveau futur téléphone. Voilà. Et je pense aussi qu'il vise aussi l'IA générale, enfin cette intelligence artificielle générale, qui est un peu le Graal de tout le monde. Et il veut essayer d'avoir ce truc-là avant tout le monde. Ça, c'est une question de nombre de paramètres et de réflexion. Et finalement, 5 milliards, ça va pas être simple. Non, mais il vise l'utilisateur final. Et là, le mobile, il l'a raté. Et là, il s'est dit sur l'IA, il y a cru avec Metaverse. Et là, sur l'IA, il dit, je ne peux pas rater. Et effectivement, est-ce que c'est lui qui va sortir des lunettes ? Ouais, mais parce qu'on parle des lunettes connectées, mais c'est peanuts à côté. C'est des budgets, enfin, c'est des... Comment dire ? C'est des business aujourd'hui. Ces 2 dernières années, c'est l'outil que j'aime le plus aimer. Ouais, c'est clair. Mais ça sera dans 5 ans, à mon avis, ça va exploser, tu vois. Il faut qu'il y ait plus de fonctionnalités. Je sais pas, moi cet été, j'avais avec mes Meta Ray-Ban sur le nez. L'IA, elle est excusez-moi, parce qu'on est limité en France. Elle est nulle. En France. Non, mais elle est nulle, on comprend rien. Quand t'étais en France ou pas ? J'ai utilisé aux États-Unis. T'étais en France. Non, mais ok, mais moi je suis en France, excuse-moi. Tu vois, je juge avec ce que j'ai ici. T'es bridé en France. Ouais, mais d'accord, mais ChatGPT, lui, il répond à tout et c'est incroyable. Tu mets ChatGPT sur tes lunettes et il te dit. Non, mais ok, mais ce que je veux dire par là, c'est que Meta n'est pas au niveau de ChatGPT. Et je pense que c'est un problème pour Mark Zuckerberg, qui investit des dizaines de milliards et qui voit le succès et ce qu'on disait depuis tout à l'heure, l'installation aujourd'hui dans la société de ChatGPT. Bien sûr. Une installation dans la société. Voilà. Ouais. Non, mais on a un problème de temps. Il y a un problème de temps. Llama, personne. T'as un problème de temps. T'as un problème de temps. DeepMind a été créé en 2010, racheté par Google en 2014. OpenAI, c'est 2015. Les vrais travaux sur Llama et ce qui est devenu Meta IA, ils sont arrivés un peu plus tard, 3 ou 4 ans plus tard, je ne sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est arrivé plus tard. Quand on est vraiment dans un problème de temps,
Aujourd'hui, accumuler les gens, je ne sais pas si ça peut rattraper le temps, une partie, parce qu'il faut réfléchir autrement, parce que là, on est sur un nombre de paramètres qu'on va accumuler. Ouais. Mais je te dis, s'il les a bien disposés, et puis le fait d'embaucher des gens, les gens disaient, moi j'embauche des gens intelligents, non pas pour avancer plus vite, mais c'est pour qu'ils me poussent. C'est pas pour qu'ils appliquent les idées que je leur donne, c'est pour que eux aient des idées et que moi ça m'ouvre un peu ça. Et ça va être sans doute le cas, parce que Zuckerberg, voilà, il est quand même câblé d'une autre façon. Oui, mais bon. Non, mais ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Bizarrement. On verra bien. En tout cas, les 50, là, ils sont richissimes, mais ils ont un peu la pression quand même, je pense. Hein. Là, enfin, la pression. Tout est relatif. T'as $100 millions de T'as 200 millions sur le compte. La pyramide de Maslow, bon, après chacun a la sienne. Un peu moins pressurisé. Et tous les employés d'OpenAI qui ont reçu une petite prime $1,5 million il y a quelques jours de cela, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal, oui. Voilà, c'est une autre façon de communiquer au niveau RH, je sais pas. Autre sujet que je voulais évoquer avec vous et qui a été l'une des sagas de l'été. Eh bien, c'est toutes ces rumeurs de rachat qu'on a eues, et notamment Apple qui est au cœur de tout ça. Ça avait commencé un peu avant l'été, hein, on l'avait évoqué à la fin de Tech & Co. Apple qui, évidemment, et on le constate tous les soirs dans cette émission, est en retard sur l'IA générative, c'est un secret pour personne. Siri est toujours aussi abruti, quoi qu'on dise, et pendant ce temps-là, vous avez un ChatGPT qui est... Enfin, encore une fois, moi, j'ai utilisé ChatGPT cet été. J'ai été sur mon séant, on va dire, pour rester avec un vocabulaire à peu près correct. C'est impressionnant. Et ça progresse. On voit la progression de ce truc-là tous les mois. Moi, il m'a fait des trucs, je pourrais vous donner des exemples, mais en fait, depuis qu'il arrive à garder en mémoire toute l'historique de vos discussions, ça devient un interlocuteur privilégié qui a une connaissance infinie sur plein de sujets. Et c'est incroyable, parce qu'il vous relance. Enfin, c'est dingue. Il suggère des choses. Voilà. Donc, Apple est en retard. Et comment peuvent-ils rattraper ce retard ? Eh bien, on évoque les acquisitions. Il y a eu 2 rumeurs cet été. Perplexity, qui est un peu un moteur de recherche boosté à l'IA qui est très populaire en ce moment. Et Mistral, notre pépite française, dont on a murmuré aussi le nom, qui pourrait être intéressée par Apple. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est du pipeau, tout ça ? Est-ce que c'est du bullshit ? Ou est-ce que c'est véritablement, ça pourrait être dans les plans d'Apple ? Stéphane, toi qui connais un peu l'écosystème Apple. On en a beaucoup parlé déjà dans On refait le Mac. On a même eu quelques vents disant qu'il y a une offre de 20 milliards qui aurait été acceptée, etc. On dit tiens, c'est bon, on va devoir sortir Olivier d'Australie, etc. pour pouvoir faire une émission spéciale et tout, parce qu'il était là-bas. Et on n'a rien eu. En fait, il y a la sortie des nouveaux iPhones ça a été annoncé, là, c'est le 9 septembre prochain en direct, ce sera à 19h. Heure de Paris. Et à suivre sur BFM Business dans Tech & Co, Exactement. Je ne dis pas ailleurs, bien sûr. Et évidemment avec Olivier Frigarin, il n'y a aucun problème. On sera en direct, bien évidemment. Mais non, mais le truc, c'est que, en fait, ils n'ont pas le choix. Comme je l'ai dit il y a quelques temps, ils ont quasiment découvert l'intelligence artificielle le 30 novembre 2022, jour de sortie de ChatGPT dans le grand public. Ils ont vu que ça pouvait marcher. C'est quand même terrible. C'est un aveu de faiblesse énorme. Et quand on découvre et quand on a un certain manque d'humilité et de penser qu'on est au-dessus de tout, qu'on est le meneur et que les autres suivent. Et quand tu te prends le retour de bâton, ça fait mal. Voilà, et je pense que quand on a été mal habitué, et c'est vrai qu'ils ont lancé tellement de choses, il n'y a rien à dire. Ils lancent un iPhone, il y a un écosystème qui se fait avec les App Store, il y a des gens qui sont devenus milliardaires, dont notre ami Zuckerberg et tout l'autre, grâce à cet écosystème. Là, ils n'ont pas d'autre choix que de racheter. Et qui peuvent-ils racheter ? Les Chinois, ils ne peuvent pas le racheter. Google, Gemini, ils ne peuvent pas racheter. OpenAI, c'est impossible, même s'ils auraient souhaité. C'est un peu trop gros pour eux maintenant. Ils ne peuvent racheter qu'un petit moyen. Donc Perplexity, même si ce n'est pas la même chose que Mistral, et donc Mistral. Donc après, on est sur une logique politique. Est-ce que la France voudrait que son champion ou sa méga licorne puisse être racheté ? Est-ce qu'on ne va pas revivre ce qui s'est passé avec Yahoo et Dailymotion quand Montebourg a bloqué la... Vous vous souvenez de cette histoire-là ? Oui. Voilà, et peut-être qu'un jour, on aurait pu avoir Dailymotion aussi fort, ou même plus fort que YouTube. Ben non, on a refusé, et voilà, pour des raisons politiques et de souveraineté. Christophe, on commande ça régulièrement depuis des mois. Apple a raté le coche de l'IA. Oui. OK.
comment peuvent-ils se rattraper, en fait. Et on a l'impression qu'ils sont englués dans une espèce de semi-stratégie où ils investissent beaucoup, mais finalement, ça ne marche pas. Ils ont fait des annonces qui n'ont pas été respectées, et puis en interne, qui n'ont pas été promises. Ils avaient 2 labos qui développaient en parallèle, qui ne devaient pas se parler. Enfin, cette culture du secret aussi au sein d'Apple, ça a été compliqué. Les équipes, enfin les hommes... Non, mais je partage ton point de vue, à savoir, je pense qu'une des solutions pour eux, c'est de racheter. Moi, j'ai un gros doute, comme ça, sur le fait qu'ils puissent racheter un acteur comme Mistral. Je pense qu'ils se tourneraient plutôt vers un acteur américain plus naturellement. Ils ne peuvent pas, évidemment... OpenAI est certainement beaucoup trop gros aujourd'hui, vu les valorisations. Mais quelle erreur! Il y a 3 ans, ils auraient pu racheter OpenAI au début de ChatGPT d'un claquement de doigts. C'était même assez naturel de leur point de vue, puisqu'il n'était pas lié, à une infrastructure. Donc soit ils continuent dans cette voie, d'ailleurs, qui est reprochée par Musk, à savoir de tisser des liens un peu plus étroits avec OpenAI et de partager la valeur, en visant potentiellement d'ailleurs sur une certaine forme de commoditisation, comme je disais, des LLM, finalement tout ça va, même si toi et moi on pense que ChatGPT aujourd'hui a vraiment un cran d'avance, mais certaines personnes disent mais non, de toute façon tout ça va converger vers quelque chose d'assez similaire et la valeur va se développer ailleurs. Ça c'est une hypothèse, et donc à mon avis ils poursuivent ça. En parallèle, ils regardent des options d'achat, mais je les verrais plutôt racheter, moi, un acteur américain qu'il puisse légitimement, qui puisse d'un point de vue régulation, qui soit acceptable, quoi. Pas un acteur ultra dominant. Donc Mistral, toi non, j'y crois pas. Mais voilà. Perplexity. Ça reste pour moi un acteur intéressant parce que là c'est un bon produit. Oui, c'est un bon produit. Il a un angle un peu différent, mais je pense qu'il a en son sein des technologies qui sont à même c'est quand même un outil de dialogue quotidien qui pourrait avoir du sens dans une offre Apple. Moi, je pense qu'ils... alors, peut-être qu'ils vont faire plein de petits rachats aussi, hein, c'est ça, hein, Apple... ils en ont fait plein. Mais c'est ce qu'ils font au quotidien. C'est vrai qu'Apple, ils en achètent tout le temps. Ils n'ont jamais vraiment aimé les gros rachats. Non, jamais. Les Beats... Les Beats, non, oui, bien sûr, mais ça c'est... Enfin, voilà. Shazam, ils ont racheté Shazam, ils ont acheté une boîte française qui s'appelle Datacalab, dont une partie est aussi liée à l'IA, mais bon, c'est tout minus. En fait, ce que les gens veulent, ils veulent avoir un chat GPT, parce qu'en fait, notre avenir, notre quotidien, c'est d'avoir ce téléphone toujours avec nous, c'est notre compagnon. Et donc, c'est normal qu'on l'utilise. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les requêtes Google, c'est la moindre des choses. Et vu les sommes qu'ils payent à Google pour apparaître, ou plutôt, non, c'est Google. Google qui paye, pardon. Ils pourraient éventuellement s'économiser ce type de choses. Et voilà, et je pense que ça pourrait leur... Mais en interne, ça discute, parce qu'on dit qu'EDQ, il serait plutôt favorable à rachat de Mistral. Greg Federini, lui, il serait un peu contre. Il dit on a déjà notre Apple Money. Moi, je pense que... mais là encore, tu vois, c'est des querelles de patrons. Oui, mais justement, qui décide, c'est Tim Cook. Mais tu vois, ça, c'est intéressant de voir, alors qu'on vient de parler de chez Zuckerberg avec la 50aine de gars qui viennent enrichir tout ça. C'est un peu le souci, à mon avis, chez Apple, c'est que les décisions, elles remontent un peu vers 1, 2, 3 personnes. Ouais. Et c'est un peu ça qui a fait arrêter. Mais enfin, pour revenir avec sur Mistral... Avec beaucoup d'inertie, j'ai l'impression aussi. Et l'histoire de Mistral, de dire oui, l'État peut s'opposer, tout ça. Attends, les actionnaires de Mistral, ils sont américains. Hein. S'ils disent, non, il faut partir, la sortie, elle doit être aux US. La sortie, elle sera aux US. Alors on râlera, peut-être qu'Arthur Menge démissionnera, partira. Enfin, je ne sais pas ce qui se passera, mais si les Américains, si Apple veut mettre la main dessus et sort, oui, parce qu'on estime que ils vont être peut-être valorisés. Ils valent 5-6 milliards aujourd'hui. On estime s'ils doivent lever 1 milliard. Ils discutent d'une valo de 10 là sur. Et s'ils rachètent 20, les actionnaires, ils vont être hyper heureux. Tu te rends compte, face à en face, ils ont OpenAI, ils ont tout ça, et là ils se retrouvent chez Apple. Donc après, on aura Emmanuel Macron qui va un peu râler parce qu'il a tellement poussé Mistral, les entreprises et tout ça, mais après les autres, on dit. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle, tu vois. Mistral, mais après tu vas dire, le labo, notre capacité à créer des boîtes. Et puis après tu vas dire le labo reste. Mais bon, c'est une boîte qui va devenir américaine et qui est encore aujourd'hui est française. Mais tu vas dire le labo va rester comme a fait Meta. Le labo
Airbus va rester en France et tout ça. Il ne faut pas le voir comme une mauvaise nouvelle. On aura une exit d'une boîte française qui a démarré il y a 2-3 ans et qui valorisera peut-être effectivement, comme tu dis, 20 mais ça milliards. passerait très mal. C'est pas dans l'air du temps, si tu veux. C'est pas, on est dans une période où on parle énormément de souveraineté. C'est politique et tout ça. Ouais. Là, on est côté business et il faut peut-être se brancher un peu plus côté business que politique. Et puis, dernière chose, alors autre rumeur, c'est que Perplexity voulait mettre beaucoup d'argent sur la table pour acheter Chrome, le navigateur Chrome. Ça, c'est une blague. Alors ça c'est une bonne chose. Ça, je crois pas du tout. Mais c'est un super coup de com'. C'est un coup de com', ça. Mais assez magistral. Parce mais que non. Je trouvais ça fort, moi. C'était un joli coup de com'. Ah oui, parce que il y a plusieurs angles. Il y a un angle pour faire connaître Perplexity, parce qu'en fait, combien de gens, tu leur dis, utilisez ça à la place de Chrome, et puis ils te disent, c'était vrai, maintenant j'utilise plus Chrome, j'utilise Perplexity. Donc ils ont un problème de brand awareness, pour parler français, donc ça les a beaucoup aidés. Et puis c'est aussi un message aux régulateurs pour dire, ça peut être séparé, puisque nous, on est prêt à l'acheter. C'est aussi, eux, leur concurrent unique, c'est Google. Et donc, en disant, il y avait un double message. Et je trouve, d'un point de vue à mon avis, c'était très parce que rappelons quand même le début de l'histoire, c'est que le gouvernement américain accuse, met en exergue l'hégémonie de Google sur tous les marchés et risque, parce que rien n'est fait, ça va prendre des années encore, risque de vouloir démanteler un peu Google et l'obliger. Alors on parle de Chrome, on parle d'Android aussi, et on verra bien, mais ça sera dans quelques années. Et donc Perplexity lève la main et dit, écoutez les gars, si demain Google décide de vendre, nous on est preneurs parce que ça nous intéresse. Voilà. Non, je pense que Perplexity c'est un gros coup de com' là pour le coup, et c'est un gros coup de com' aussi pour aller voir les autres, un peu tous les navigateurs, de dire écoutez Chrome, on va pas vraiment vous racheter. Par contre, si vous pouvez nous prendre navigateur, c'est aller voir Safari, Apple Safari, c'est aller voir Mozilla aussi, leur dire tiens. Et puis ça apporte une certaine assise et une comment dirais-je, une épaisseur un peu à Perplexity, non ? Je sais pas, moi juste je vais vous dire un truc, en juillet, Perplexity a lancé Comet, son navigateur. Son navigateur. Et là, au mois d'août, ils font cette proposition. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pour parler de Comet qu'on fait tout ça ? Oui, mais en tout cas, moi, je pense que c'est un coup de buzz, pour moi. Et rien d'autre. Ils n'ont pas le cash. Mais l'enjeu du navigateur est quand même important. Hein. Oui, c'est 3 milliards d'utilisateurs. C'est 3 milliards d'utilisateurs. Imaginez 3 milliards. Avec la voix derrière, instantanément, que vous avez accès, c'est extraordinaire. 3 milliards. Quel outil on a à 3 milliards quotidien? Moi, je pense que c'est WhatsApp, vraiment peut-être, même pas. Moi, je sens vraiment pour dire, écoutez les gars, on est là. Vous voyez, on a un coup de com'. Maintenant, si vous voulez qu'on regarde un peu les opportunités ensemble, de partenariat et tout ça, on est là et allons-y. On peut vous apporter quand même une techno qui est assez solide. Hein, ah oui, ça, c'est sûr. Ça. On va revenir dans un instant, les amis. Il est bientôt 20h30. Toujours avec Stéphane Zibi, Christophe Holnet, Frédéric Simotel. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble. On va parler de Starship, qui normalement devrait décoller ce soir. Vous savez que c'est le vaisseau amiral, j'ai envie de dire, d'Elon Musk et de SpaceX, cette immense fusée qui, à terme, pourrait emmener des humains sur la Lune et après, plus tard, sur d'autres planètes plus éloignées. Mais bon, c'est compliqué parce que ça marche pas bien, Starship, aujourd'hui. Il y a pas mal d'échecs et le lancement a été repoussé plusieurs fois. Et on parlera aussi de la fin d'une époque avec peut-être la fin de Kodak. Vous savez, le géant de la photo argentique qui visiblement est au bout du rouleau, là. Sans mauvais jeu de mots. C'est clic, clac. J'ai mis 2 secondes à comprendre la vanne. Écoutez, voilà, de temps en temps, on a encore un peu de peps. Il nous reste encore quelques bribes de rentrée, on en profite. 20h30, petite pause et on revient tout de suite. Merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Un grand merci d'avoir choisi BFM Business et Tech & Co pour passer votre soirée, que ce soit à la radio ou à la télé. Vous le savez, chaque soir, vous avez 90 minutes de tech, rien que pour vous, de 19h30 à 21h. Notez bien ce nouvel horaire. Moi-même, je suis obligé de réfléchir pour me rappeler que ça commence à 19h30. Toujours Fred Simotel est avec nous.
Stéphane Zibi, Christophe Holnet. Et pour attaquer cette dernière demi-heure, nous allons parler de SpaceX, avec le 10e vol donc, de Starship, qui a encore été reporté. Si vous suivez l'actualité spatiale, vous le savez sans doute, c'est le dernier prototype de la génération actuelle du lanceur lourd de SpaceX. Une nouvelle version va désormais prendre le relais. Mais la pression reste à son comble sur la société spatiale d'Elon Musk, dont le programme de fusée géante a connu un peu trop d'avaries pour un coût qui explose en fait et qui pourrait même décourager les investisseurs. Les explications d'Alexandra Paget et on est de retour. Sur 3 lancements suborbitaux cette année, 2 ont explosé prématurément. Le 3e n'a pas réussi à déployer ses satellites d'essai et est devenu incontrôlable lors de son retour sur Terre. Ces échecs suscitent de plus en plus de questions quant à la capacité de Starship à atteindre les objectifs fixés par Elon Musk. La promesse de première fusée orbitale entièrement réutilisable d'un coût nettement inférieur à celui de ses concurrentes non tenue pour le moment. Loin de l'argument marketing massu de 20 millions de dollars par vol, la facture serait plutôt aujourd'hui de l'ordre de 500 millions. L'objectif de transporter des humains dans l'espace et de les faire atterrir sur la Lune dès cette année, idem, non concrétisé. Pour le moment, les investisseurs répondent encore à l'appel, mais ils pourraient bien avoir rapidement besoin de voir davantage de progrès sur Starship et surtout des raisons valables de soutenir le gouffre financier que représente cette aventure spatiale. Lors de sa dernière levée de fonds, l'entreprise avait évoqué une valorisation de 500 milliards de dollars avant de la revoir à la baisse après consultation de ses investisseurs. Voilà, reportage d'Alexandra Paget concernant ce Starship qui est une fusée, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai plus les mensurations, mais c'est énorme, je crois que ça a la taille de la Tour Eiffel. Oui, bien sûr. Plus ou moins. Un immeuble de 100 étages. Ouais, enfin, c'est un immeuble de 100 étages. Tout est dit, quoi. 100 mètres, quoi. Voilà, la tour Montparnasse. Ouais. Voilà, donc imaginez ce truc-là qui décolle, qui emporte avec lui des milliers de tonnes de choses et à terme des humains. Donc, si tout va bien, le lancement est prévu ce soir. Le précédent a été annulé pour des raisons météo, pas techniques, parce qu'il faut un temps, évidemment, météorologique parfait. On sent qu'Elon Musk joue gros, là, avec ce Starship, non, Christophe ? Oui. Bah, c'est vrai que là, on reprend conscience finalement de toutes les composantes du portefeuille d'activité d'Elon Musk, parce qu'avec le Doge, on l'avait vu surtout s'attaquer à la bureaucratie américaine, et puis avec le clash avec Trump. Donc là, il a pas mal de fer au feu. Il y a Tesla. Il a toujours Neuralink, XAI, on en a parlé largement, Grok, et puis là, effectivement, SpaceX, où son approche, qui est toujours une approche d'avoir une vision très ambitieuse et de dire je n'hésite pas à faire du test, du trial and error, quoi, de ne pas hésiter à prendre chaque échec comme une occasion d'apprendre et de fonctionner. Sauf que, et ça lui a réussi. Effectivement, ça marche quand on a un taux relativement limité, mais là, et les emmerdes volent souvent en escadrille. Donc là... C'était notre ami Jacques Chirac qui disait ça. Il y a eu deux lancements ratés. Il a quand même besoin de continuer à avoir du financement. Sa relation avec le gouvernement américain, il faut qu'il la soigne quand même un petit peu. Il a besoin de financement. Aujourd'hui, on voit très bien que toute la manne de financement aux États-Unis, elle s'est quand même beaucoup orientée autour de l'AI, etc. Et donc, il faut séduire les investisseurs et montrer qu'il y a un potentiel retour sur l'investissement. Et le retour sur l'investissement, il viendra d'une relation positive avec le gouvernement américain, parce que SpaceX est souvent substitué à des programmes publics. C'est des choses qu'on oublie souvent, mais énormément financées. Donc là aussi, c'est pas gagné. Et puis, d'avoir... la perspective de faire ces voyages vers la Lune, puis vers Mars, et que le programme se déroule et ne prenne pas trop de retard. Donc, énorme pression, et il faudrait mieux, effectivement, que la spirale des échecs s'arrête. Cela dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour sa précédente fusée, ce lanceur qui revenait, il a essuyé un nombre d'échecs incroyables. Il était à 2 doigts d'ailleurs de fermer SpaceX, parce que je crois que la dernière fusée était la fusée de la dernière chance. Parce que si celle-là explosait en vol, les investisseurs ne le suivaient plus. Il y avait une prouesse technique qui consistait à dire je reviens sur le lanceur. Oui, mais la prouesse technique, elle est pareille, là, Christophe. Tu envoies un truc monstrueux. Oui, d'une grosse fusée. D'une masse. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais
Pas autant, je trouve, mais peut-être. Ouais. Non, parce que je pense dans le spatial, bon, je m'y connais moins. Parce qu'elle doit revenir aussi, t'as vu, elle s'accroche derrière aussi, celle-là. C'est pas une fusée Spariane, quoi. Non, non. Non, mais le truc qui est intéressant, très intéressant avec SpaceX, c'est qu'on s'est peut-être mal habitué parce qu'ils ont réussi quelque chose de fabuleux et faire diminuer l'envoi de satellites, parce que quand même, c'était quand même un exploit technologique. Et même la NASA, qui avait ses propres lanceurs. Enfin, quand tu dis diminuer l'envoi de satellites, c'est le coût de l'envoi, parce qu'en gros, voilà, ils envoient plus de satellites. Non, plus de satellites, le lanceur vient et il revient. Avant, il disparaissait. Donc, en gros, le coût d'envoi était par satellite. Et c'est pour ça qu'il avait cette ambition d'envoyer un nombre de satellites énorme pour pouvoir couvrir toutes les zones blanches avec Starlink, parce qu'il avait les moyens, et il a les moyens. Donc on a été mal habitué de ce côté-là. Et c'est vrai que dans l'aéronautique, dans tout ce qui est ce type de choses, l'innovation ne peut souvent se faire que par l'échec. Et chaque explosion... Malheureusement, c'est bête à dire, mais chaque explosion enseignera quelque chose. Comme tu l'as dit que la dernière, c'était la toute dernière, etc. Bah, à un moment, moi, c'est pour ça que je pense que malheureusement, c'est un passage obligé. Alors, il n'y a pas d'hommes ou d'animaux dedans, tant mieux. C'est que des machines, etc. Bon, c'est des millions qui partent en fumée. Mais je crois c'est une catastrophe écologique aussi. Environnementale. On n'en parle pas de ça. C'est un sujet, c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Ça, c'est ce qui est reproché aujourd'hui. Bien sûr. Vous imaginez quand ce truc-là explose et que les déchets tombe dans l'océan. Bien évidemment. Enfin, je veux dire. Mais ça c'est la question. Est-ce qu'on va dans l'espace ou pas? Oui, bien sûr. C'est la question ou pas. Mais je pense que pour ce parti-là, autant je sais que Trump et Musk sont pas très copains, autant je sais que Trump compte sur SpaceX quand même pour la gloire de l'Amérique et la puissance de l'Amérique. Parce que vous vous rappelez, dans les années 50, les Sputnik, etc., c'était un concours, celui qui fait le premier. Là, on est quand même sur quelque chose de similaire, où donc en gros là, sauf que là on a les Chinois. Ben voilà, c'est ça, c'est que les autres sont en train d'avancer aussi. C'est les Chinois qui avancent. Quand ils étaient tout seuls, là, bon, à l'époque c'était les Russes et tout ça, puis là ils ont pris l'avance sur les Russes quand ils ont envoyé les premiers sur la Lune. Là aujourd'hui, les Russes continuent un peu, mais c'est pas leur priorité. Ah non, les Chinois ils sont à fond. Il y a les Saoudiens. Les Indiens, on commence aussi à regarder, il y a les Japonais, enfin, il y a une concurrence qui est en train de se faire, alors évidemment pour le lancement de satellites. Et l'Europe, t'en parles pas beaucoup? L'Europe, justement, il y a peut-être une... Non, mais par rapport à tous ces accidents, je pense que l'Europe devra en profiter aussi pour dire, nous, vous savez, on est un peu plus sûr, sécurité, réglementaire, on a une réglementation plus forte. Voilà, nous, on peut jouer toujours sur cet aspect-là. On n'a pas de lanceurs qui reviennent, nous. Non, donc ça coûte plus cher. Oui, ça coûte plus cher. On est plus fiable. Il faut en faire beaucoup. C'est-à-dire que ça part, bien sûr. Les satellites arrivent à leur place comme c'est prévu, donc au moins, ils n'ont pas de... mais ça coûte plus cher. Ouais. Voilà, et puis on emporte des satellites un peu plus gros aussi pour certains. Et puis voilà, là pour des lanceurs qui reviennent, il faut beaucoup de lancements. Alors les États-Unis ont la chance, on va voir comment la situation évolue entre Trump et Musk, mais c'est la NASA qui finance tout ça. Après, je pense que pardon, Trump il s'est engagé, la Lune, Mars et tout ça, donc il regarde ça de près. Donc ces échecs, pour Musk, c'en est même dans son ego et tout ça, mais derrière Trump, alors il va pas être éternel non plus, mais c'est l'histoire, c'est marqué l'histoire d'une certaine manière. Évidemment, on parle de ça. Mais ce qui est intéressant aussi, je regardais un peu toutes les pannes, là, c'est que ces pannes elles évoluent, quoi. Tu sais, c'est pas comme à Apollo, pendant longtemps ils ont des soucis avec au niveau des réservoirs, ils savaient pas, ça a duré 3 ans, ils cherchent. Là on voit, il y a une différence, c'est des fuites d'incendie parce qu'il y a des fuites de... Oui, c'est-à-dire qu'ils arrivent à identifier le pourquoi de l'explosion. Une fois c'est un moteur qui a des ratés. T'imagines le nombre de capteurs qu'il doit avoir dans ces trucs-là. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que Elon Musk, non seulement il regarde, alors que la NASA à ses débuts n'évoluait pas comme ça, il prenait un problème par un problème. Elon Musk, il prend plusieurs problèmes par plusieurs problèmes. C'est-à-dire, on va lui dire, bon là, il faut éviter les vibrations. Ok, mais par contre, j'ai une autre idée. Il y a aussi l'histoire. Tu sais, j'avais vu cet exemple, quand les lanceurs reviennent, il fallait qu'ils soient opérationnels plus vite. Il dit, ouais, mais pourquoi ils ne sont pas réopérationnels plus vite? Il dit, on a un souci, c'est la peinture. La peinture, c'est caillé, machin. Trouvez-moi une peinture où en un seul rouleau, enfin, je caricature, mais en un seul coup de rouleau, c'est reparti, quoi, ou un coup d'éponge. T'appelles Robert, il repeint la peinture, il repeint la fusée, c'est réglé, quoi. Non, mais les gars, ils se sont creusés la tête et ils ont trouvé une peinture à partir de nanoparticules ou tout ça. Aujourd'hui, elle revient.
enfin je dis vulgairement, voilà, un coup d'éponge et c'est reparti. Il n'y a pas à remettre 3 couches de peinture. Ben voilà, et lui, sur chacune des machines, il dit tiens, oui, c'est bien, corriger l'histoire des vibrations qu'on va exploser, mais il y a machin une idée, il faut peut-être aussi regarder ce truc-là. Et voilà, il fait avancer, il veut aller vite. Maintenant, voilà, je pense que nous, on est passionnés par ces technos. Il faut se dire c'est quand même pas mal le jour où on nous dira de notre vivant, on est allé sur Mars. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors, quelque part, on y est déjà, parce qu'on a déjà des robots, on peut écouter sur les sites de l'ESA, on peut écouter les robots le vent sur Mars. Mais le prochain défi, c'est d'amener la vie, en fait, sur Mars, un être humain. Et ça, c'est bon. Mais tu as raison de dire la régulation, l'environnement et tout ça, parce que ça, il y a un moment où ça va quand même. Je ne sais pas qui sera le prochain président ou prochaine présidente américaine. On est d'accord qui tire la sonnette. On est d'accord qu'en Europe, ça serait impossible, ça. Impossible. Le truc qui explose. C'est impossible. Je veux dire, aux États-Unis aujourd'hui, c'est plus vraiment une préoccupation. Non, à la limite, on te montre du doigt parce que tu parles d'énergie renouvelable. Sur les champs d'éoliennes, là où arrêter un projet qui est à 90% fini, c'est quasiment, c'est plus un problème de principe. Un des premiers décrets, c'était de remettre les pailles en plastique. Quand il est arrivé, Trump, te rappelle. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'y étais, juste l'anecdote, tu as des restaurants, grandes baies vitrées ouvertes, à Miami, il fait 40 degrés dehors. Tu rentres dans le restaurant, tu es à 30 cm tu as juste le rebord du restaurant. C'est dehors, il fait 40 degrés, et toi, tu es dans le truc, et il fait 24 degrés. Il climatise à fond, alors que tu as des grandes baies vitrées ouvertes. Oui, et ça pose pas de problème, bien évidemment. Bon, ça mangeait tranquille, hein. Ouais, comme ça, au moins, tu manges tranquille. En bonne conscience. Tu vois, et en plus, ton burger refroidit vite, parce qu'à 24, tu vois, c'est... Non, mais c'est dingue, ce pays est fou sur certains aspects. 20h43, autre sujet. Alors, on reste aux États-Unis. On parle là, quand même, malgré tout, d'une réussite industrielle, bien sûr. d'une personnalité qui va marquer l'histoire. Et j'aimerais qu'on parle de Kodak pour terminer cette émission, parce que Kodak, tout le monde connaît, qui est le pionnier de la photographie. Kodak va très très mal. Kodak est au pied du mur. L'entreprise prévient qu'elle n'a ni financement engagé, ni liquidité suffisante pour honorer près de 500 millions de dollars de dettes. Déjà fragilisée, elle a enregistré une perte nette de 26 millions au dernier trimestre et son action a même chuté de 25% en bourse depuis le début de l'année. Ça vaut quasiment plus rien aujourd'hui, Kodak. Une lente agonie pour la firme qui a 133 ans. Les explications de Julien Thibault tout de suite. Des doutes importants sur notre capacité à poursuivre notre activité. Voilà le message adressé par Kodak à ses investisseurs. Il y a quelques mois, la compagnie avait déjà annoncé mettre fin à son plan de retraite pour générer des liquidités. L'histoire avait pourtant bien commencé pour l'Eastman Kodak Company, avec un siècle de domination presque totale, porté par l'essor du marché de la photographie et ses innovations. Dans les années 70, la marque vend 9 pellicules sur 10 aux États-Unis, mais malgré l'invention du premier appareil photo numérique en 1975, l'entreprise tarde à investir dans cette technologie. Elle persiste sur l'argentique et laisse le marché du digital à ses concurrents comme Canon et Nikon. S'ensuivent des années de recul jusqu'au dépôt de bilan en 2012, plombé par près de 7 milliards de dollars de dettes. Kodak se reconvertit alors sur l'impression, la chimie et même la pharmacie en 2020 grâce à un prêt massif du gouvernement américain. Des diversifications qui n'ont jamais permis à la firme de retrouver son éclat d'antan. Voilà, mon reportage de Julien Thibault, c'est un cas d'école. Kodak. La photo argentique, mais on va dire leader incontesté, écrasant, qui rate le virage du numérique. Qui se dit non. C'est pas raté, c'est qu'ils ont entre 72 et 75, ils ont quand même inventé la photo numérique. Mais ils ont pas transformé l'essai. Mais ils meurent à cause d'elle. Et c'est ça qui est dingue. Et d'ailleurs, l'ingénieur, il avait ralenti volontairement le développement en disant oula. Ouais. Mais je sais pas si vous avez vu les photos. Que le gars, il a dû se dire au pétard avec le numérique, on fait une photo, on l'efface. Ouais. On va plus la développer. Mais notre business, il est cuit. Finalement. Les mecs, ils ont dû se dire ça et ils ont voulu retenir au maximum leur technologie et les autres. Mais c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez vu la tête des premiers appareils photo créés par ce jeune homme, parce qu'il en a créé 2. Et le premier, on voit, comme il y avait ça comme support, il y avait une cassette audio comme support de mémoire. Oui, en fait, c'était sur bande magnétique, ça s'enregistrait. Magnétique, et donc en gros, c'est un truc de dingue. Ça avait une photo de 3 pixels. Et juste, ils n'ont pas cru à ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Nokia le jour où l'iPhone est sorti.
parce que j'avais Nokia comme client à l'époque dans mon agence, et donc ils m'ont raconté, quelqu'un avait réussi à avoir un des premiers iPhones, et vous savez ce qu'ont fait les cadres de Nokia en regardant Apple arriver, ils ont regardé le téléphone comme ça. Comme ça. Ils ont tourné, ils ont dit... Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Nous, on a le truc, quoi. Comme Steve Ballmer, en fait. Voilà, et en fait, le truc, c'est qu'il y en a un qui a appuyé sur le bouton, il a fait comme ça, il fait « Oh, on a un problème ». Et il a allumé, il y en a un sur les 8 personnes, un seul sur les 8, et il agonie, ils étaient en tête jusqu'en 2012, je crois, ou 2013, et ils ont plongé en 2 années, c'était fini. Comment passer de 1 à 0 ? Après, Microsoft les a rachetés pour relancer Windows Phone. Mais ils ont arrêté. C'est pas la meilleure acquisition de Microsoft. de Steve Ballmer. Non, mais il y a Windows Phone, ça aurait été bien, parce que Windows Phone, ça aurait pu être un truc. Oui. Bah, d'ailleurs, tu vois, le Windows Phone existait en 2001, sauf que Microsoft avait développé une approche B2B, alors que le truc est arrivé en mode B2C. D'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles à voir. C'était Windows Mobile à l'époque. Oui, mais les développeurs n'étaient pas prêts. Les développeurs n'étaient pas prêts. Et les opérateurs, surtout, voulaient tous le rebrander à leur façon. Et je me souviens, quand Apple est sorti, les opérateurs ont commencé par dire non, on ne va pas distribuer l'iPhone parce qu'on ne peut pas mettre notre logo, notre truc. Exactement. Et puis finalement, la pression du grand public est tellement forte que il y en a un qui a dit OK, ils ont tous. C'est Orange, c'est que Orange qui pouvait vendre de l'iPhone au début. Voilà. Que Orange était bloqué, etc. Et d'ailleurs, tous ces contextes-là sont des contextes en fait si on prend, c'est vraiment le dilemme de l'innovateur, quoi. C'est-à-dire que tu es dans une position dominante. Ouais. C'est le roi d'une technologie. Tu es le roi d'une technologie. Tu inventes une technologie potentiellement disruptive. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu acceptes de mettre en danger ton propre business model pour lancer de nouveaux trucs et garder ton leadership ? Ou tu essaies de mettre sous le tapis au risque que quelqu'un d'autre sorte. C'est un vrai cas d'école. C'est un cas d'école. C'est ce que je disais, c'est un cas d'école. Et le moment où ils comprennent que Sony, tout ça, commence à s'y mettre, ils se disent, tiens, finalement, eux, ils sont restés focalisés sur la partie matérielle. Alors, à la fois les pellicules, à la fois l'appareil. Et puis après, quand ils ont commencé à voir, ils se sont dit, ah non, c'est le logiciel. Alors là, le logiciel, ils ont dit, on va faire des services de partage ou des services, on va développer des photos, machin. Mais c'était pas bien fait, et ils étaient toujours dans le truc, on va toujours pas vers l'appareil photo numérique, quoi, parce que ce sera. Et puis derrière, on le disait dans le reportage, Canon, Nikon est arrivé. En plus, ils ont revendu tous leurs brevets, je sais plus, en 2010, 2012, au moment de la faillite. Et puis derrière, après, ils se sont dit, tiens, on sait quand même faire de la photo, donc on va faire des photos dans le domaine de la santé, mais c'était trop tard. Après, je pense qu'il faut vraiment. Il restait dans le cinéma aussi, les pellicules de certains films qui étaient encore filmés. Il faut regarder les hommes, encore une fois, quoi. C'est ceux qui ont voulu. Tu sais, on a vu ça chez HP, chez Intel. Intel aussi, se sont sentis à un moment tout puissant en disant jamais de la vie, un gars qui fait des jeux vidéo, enfin des cartes vidéo, va pouvoir nous rattraper. On a une telle avance, on est présent partout. Ouais, c'est sûr. Non, mais tu vois, t'as des gens qui sont tellement puissants, ils se disent on est Kodak. Ils avaient 85% de part de marché à l'époque, et ça rend aveugle et surpuissant. Et d'une certaine manière, on peut rien nous arriver. Mais en fait, aujourd'hui, on peut descendre en un rien de temps. Et c'est ça qui est ça. Et avec l'IA, je me dis, qui va être le Kodak de l'IA ? Non, mais c'est vrai. Question. Non, mais c'est ça, c'est pas ça, c'est un cas d'école. Tu dis que c'est un cas d'école, moi je dis l'IA va peut-être. C'est pas l'argentique, là, c'est l'argentique alors à ce moment-là. Avec, bien. Wow. Non, mais je vous ai dit là. Non, mais c'est ça. Et là, il y a les. Tu dis c'est un cas d'école industriel, c'est un cas d'école de management, parce que quand tu es patron d'une boîte, tu dois toujours regarder les relais de croissance, de dire bon voilà, on a d'autres vaches à lait, ce qui nous rapporte énormément d'argent. Faut qu'on regarde un peu nos poids morts. Ils n'ont jamais mis ça dans les poids morts. Et puis il faut qu'on regarde un peu les pépites, là, vers quoi on doit aller. Et eux, ils ne sont pas du tout allés dans ce domaine, rechercher leur relais de croissance. Ils sont restés vraiment sur leur vache à lait, qui était une belle vache à lait. Mais derrière, cette vache à lait, ils l'ont regardé dépérir et puis ils n'ont jamais pu en sortir. Alors, c'est vrai que c'était une belle marque. Et puis Kodak, ce nom, enfin voilà, c'était. Il y avait le clic-clac Kodak. Ouais, bien sûr. John Eastman, il avait inventé ça parce qu'il voulait un nom qui claque et tout ça. Et puis ça fait partie de notre vie. C'est un nom commun, je pense. Et le nom pourrait exister ailleurs. Ce qui est rigolo, c'est que parallèlement, le Polaroid, qui était aussi, on va dire, un concurrent de Kodak, parce qu'eux ont développé la photo instantanée qui se développait automatiquement, existe toujours, en fait. Ils existent toujours. Alors, c'est des marchés de niche, mais ils ont réussi à séduire une population de jeunes utilisateurs qui retrouvaient un intérêt
à prendre une photo et imprimer des photos pour les accrocher sur des bouquins, des trucs et tout comme ça. C'est pas débile, en fait. C'est plutôt une bonne idée. Et Kodak aurait pu peut-être se lancer là-dedans, mais bon, voilà, trop d'erreurs. On est tous à avoir 10 000 photos, la même photo machin, et on est tous à regretter aujourd'hui de ne plus avoir d'album photo. C'est clair. Et quand tu veux en faire un, c'est la galère. C'est la galère parce que tu as tellement de photos que tu es découragé. Oui, alors des appareils qui vont te... Si j'avais été Kodak, j'aurais créé une belle appli d'IA qui fonce dans ton album photo. Tu vois, et comme ils ont la respectabilité du nom, j'aurais fait ça, j'aurais mis un nom, voilà, ils auraient fait... Et on vous l'imprime sur le meilleur papier, etc. Vous recevez, etc. Super truc. Et en gros, avec ce bel orange que tout le monde connaît, et tout le monde serait un peu nostalgique parce qu'on aurait... voilà, on regarderait nos souvenirs. Bon, ils l'ont pas fait, tant pis, ça coûte pas cher pourtant. Voilà. La fin existe encore. La fin peut-être de Kodak. On verra si voilà, il y a peut-être un sauvetage de la dernière chance qui peut arriver, mais bon. Il y a encore quelques brevets, je crois, dans les écrans LED, dans la chimie aussi, parce que c'est quand même assez fort dans la chimie, mais bon, ça va être tout petit. Tout petit. Il nous reste 4 minutes. Parlons d'une date, les amis. Une date qui est tombée aujourd'hui. Alors, on s'en doutait, mais malgré tout, c'est une date importante. Vous savez que c'est l'un des carrefours de la rentrée technologique vraiment important. C'est la keynote d'Apple. Et on l'a su cet après-midi. On a tous reçu un mail. Ce sera le 9 septembre, donc à 19h, qu'Apple présentera donc sa keynote avec les nouveaux iPhones. Alors, normalement 17, c'est comme ça qu'il devrait s'appeler. On a reçu une invite avec écrit « Wow », donc W-O-W, « Wow en vue ». Alors, ça veut dire quoi ? Vous savez, il faut toujours décrypter un petit peu les messages comme ça. En anglais, c'est comment en anglais ? Je ne sais pas. Là, moi, je l'ai reçu en français. C'est « Wow en vue ». Voilà, en anglais, c'est A-W-E, « dropping ». Donc, non, mais surtout que dans la photo qui est diffusée, donc dans l'image, elle est un peu animée. On voit qu'il y a différentes couleurs. Donc, on sait, nous, qu'il y aura donc, des nouveaux iPhone 17 qui vont être annoncés. Il y aura 4 iPhones en théorie, un iPhone 17, un iPhone 17R qui remplacera le 17 Plus, qui n'a pas vraiment eu trop de succès, la version Plus, mais qui sera le plus fin des iPhones qui a été créé jusqu'à présent, avec un seul capteur derrière, un 17 Pro et un 17 Pro Max. Ce qui sont annoncés, c'est une Ultra 3, mais qui va annoncer des grandes avancées. Donc la Watch Ultra. La Watch Ultra, pardon, qui va avoir des grosses avancées au niveau santé, dont pour la première fois les variations de tension artérielle, ce qui sera une première pour l'Apple Watch. D'autres l'avaient fait, mais là, pour Apple, ce sera très bien. Donc, pour maintenir... Oui, parce que je crois que l'Apple Watch ne mesure pas la tension artérielle aujourd'hui. On ne peut pas la mesurer qu'elle-même, on peut voir les variations. D'accord. Et donc, on peut dire, attention, il y a un truc qui ne va pas, et donc, d'un seul coup, on peut prendre mon petit appareil, son WeSings, par exemple, qui est très, très bien. Et mesurer. Donc, il y aura une nouvelle Watch, etc. Et il y aura une autre chose au niveau de la santé, mais qui peut vous paraître un peu surprenant. Il y aura probablement d'annoncer des nouveaux AirPods Pro 3, mais qui auront des capteurs de santé à 2 niveaux pour le cœur, les problèmes cardiaques et pour des problèmes cérébraux. Prévention des problèmes cérébraux. C'est-à-dire nos appareils, que ce soit la montre ou nos oreillettes, vont servir pour nous maintenir en bonne santé, parce que ça va être la grande tendance de ces prochains mois. Il y a 2 belles startups, dont une créée par le fondateur de Spotify, Neko, et Zoe en France, qui existent et qui sont dans cet état d'esprit. Alors, capteur de fréquence cardiaque, je le comprends dans les AirPods, parce que finalement, l'oreille est un réceptacle biologique, en tout cas physiologique, très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on va dire, dans les oreilles. Mais alors, la santé mentale, ça c'est... pour prévenir des AVC, tout ce qui est problème cérébraux. Voilà, problèmes cérébraux. Et c'est ça qui va être très intéressant. C'est là-dessus que travaille aussi EssilorLuxottica, dans les branches, ces branches intelligentes aujourd'hui. Ils travaillent évidemment à l'audio, mieux entendre, etc. Mais c'est tout un tas de capteurs. Et eux, ils travaillent aussi, je parle d'EssilorLuxottica, aussi sur des capteurs au niveau des verres qui vont aller voir le blanc des yeux, voir si tu as un problème de diabète. Christophe, on voit que devient un vrai produit. Apple accélère sur la santé de manière, on va dire, très... C'est une verticale sur laquelle il y a une légitimité, des outils, et puis où finalement son discours aussi sur toujours été rassurant sur le respect de la vie privée, etc. Il s'est bâti cette image, même si avec l'IA ça pose un certain nombre de sujets. Mais je me demandais, est-ce que, à ton avis, il y aura des restrictions sur ces applications de santé en Europe versus les États-Unis ? Parce que c'est souvent
cette problématique qu'on... Alors, on a eu quand même, dans l'histoire de toutes les petites choses que Apple ont annoncées avec la montre en particulier, pour le calcul, par exemple, de l'électrocardiogramme, il n'y a jamais eu de limitation pour le moment, parce qu'ils étaient toujours, c'est comme quand on regardait Doctissimo, à titre indicatif, ça ne va pas remplacer un médecin. Donc, il y a toujours le petit wording, etc. Tant qu'on va continuer à aller voir un médecin pour sa santé, il n'y aura pas trop de problèmes, on n'aura pas de limitation, et sachant que c'est quand même l'objectif, c'est d'être alerté, c'est pas d'être soigné ou guéri. Les hypochondriaques, ils vont... Les hypochondriaques, déjà, ils ont déjà la bague, ou les 2 bagues, je sais pas, voilà, déjà dessus. Voilà. Parce que là, ils peuvent dormir avec, parce qu'il ne faut pas dormir avec des ondes, etc. Sinon, ils sont pas contents. On sera là le 9 septembre. Alors, on est là tous les soirs, mais le 9 septembre, réservez votre soirée si vous êtes intéressé par l'actualité Apple. On vous réserve une émission spéciale avec Mélinda Davansoulas qui sera sur place à Cupertino, qui nous fera vivre cet événement. Et puis, évidemment, on aura nos experts qui seront là sur ce plateau pour analyser en temps réel toutes les annonces, puisque la keynote se déroulera pendant Tech & Co. Donc, on aura une oreille avec vous et puis une oreille avec Tim Cook. On a l'habitude, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Christophe. Merci François. Christophe Holnet, senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Merci à Stéphane Zibi. Merci François. Consultant spécialiste en transformation numérique et en IA. Pour cette première, tu t'es comporté parfaitement, Stéphane. Merci. Aucun problème. Le bizutage, il faut qu'on lui explique. C'est à la fin, c'est après le générique. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas le voir dans quelques secondes. D'accord. Okay. Et merci à Fred Simotel. À demain, Fred. À demain. Bien sûr. Puisque vous le savez, on est là chaque soir, 19h30, 21h. Replay podcast de cette émission qui vous attend dans quelques instants. Merci d'être là, comme chaque soir, et à demain avec plaisir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.